Bienvenue à tous pour ce webinaire donc consacré à un levier de croissance fondamental, mais souvent sous-exploité dans nos établissements, c'est le rôle de serveur-vendeur. Aujourd'hui, le serveur n'est plus seulement celui qui apporte les plats. Il est un élément clé de la vente et du développement du chiffre d'affaires d'un café ou d'un restaurant. Donc, pour autant, transformer le service en une vente de force, en une force de vente active reste un défi quotidien pour de nombreux gestionnaires. L'enjeu de ces webinaires est triple. Donc, un, comprendre quelle posture adopter pour devenir un véritable serveur-vendeur. Deux, apprendre comment placer le collaborateur au cœur du processus de vente. Et trois, identifier les leviers concrets à actionner pour doubler vos ventes additionnelles. Donc là, l'objectif est clair, c'est vous donner les clés pour orienter efficacement l'activité de votre personnel de service vers une performance commerciale accrue. Pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Chavannes, donc consultant expert en vente et restauration. Donc, il partagera avec nous son expertise et trois techniques précises pour booster vos résultats. Donc, à l'issue de son intervention, nous prendrons un temps d'échange avec une session de questions-réponses. Benoît, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Daya. Écoutez, bonjour à tous. Je ne vous vois pas, donc en tout cas, je vous salue et je vous souris. Alors, l'idée de ce webinaire, c'est de comprendre un esprit qui est un esprit très important dans la vente au restaurant. Alors, c'est pas une pilule magique qu'on avale et puis le lendemain, on devient un bon vendeur. Mais déjà, si on comprend ces mécanismes, je pense que ça peut être très efficace. On part. Alors, la vraie question, si on veut donner du sens à ce webinaire, c'est à votre avis et à vos claviers, rapidement comme ça, hein, qu'est-ce qu'une vente additionnelle en CHR? Qu'est-ce qu'on entend par une vente additionnelle en CHR? Si vous pouvez me donner vos pistes, vos éléments de réflexion, parce que c'est à partir de ça qu'on va pouvoir avoir du contenu et véritablement, pardon, travailler sur quelque chose de concret. Qu'entend-on par vente additionnelle en CHR? Alors, vendre un produit complémentaire en réponse. Ouais. Peut-être qu'il y aura une deuxième réponse. Allez, une deuxième réponse. On gagne un café sans sucre. Euh, un produit qui participe au chiffre d'affaires. Deuxième réponse. Ok, très bien. J'ai aussi une vente en plus de ce que l'on propose au menu. Ouais, ça me plaît aussi. De plus en plus, on progresse là. On chauffe. La troisième, on est vraiment dans le dur maintenant, dans la précision. Allez, une petite dernière et j'appuie. Si vous voulez que ça avance. Alors, j'en ai pas d'autres. Bon, allez, je vous fais crédit. On y passe. C'est une vente qui n'était pas dans l'esprit du client en entrant. Il va bien falloir considérer ces choses-là parce que je vais vous demander de faire un petit glissement intellectuel pour passer du restaurant tel qu'on le conçoit en France et dans beaucoup de pays d'Europe, mais notamment d'Europe du Sud, et dans notre conception qu'on a d'une entreprise. Parce que l'important va être de considérer qu'un restaurant, c'est d'abord une entreprise, comme les autres. Je précise, notre démarche va être comment le vendeur, je parle bien évidemment là du serveur, mais vous allez voir comment on va le transformer, peut-il parvenir à faire naître cette vente supplémentaire? C'est quelque chose qui vous paraîtrait peut-être évident dans un magasin de chaussures. Vous allez voir, je vais prendre souvent cet exemple parce qu'on est tous rentrés dans un magasin de chaussures, mais qui n'est pas forcément évident quand on rentre dans un restaurant
et qu'on a affaire au serveur. Alors, voici les objectifs que je vous propose. D'abord, comprendre en quoi le serveur est d'abord un vendeur. L'important, l'esprit, c'est dans le d'abord. Puis, il va falloir lui permettre d'être efficacement en situation de vente, clairement. Troisièmement, comprendre quelles peuvent être les ventes additionnelles. On m'a déjà donné une définition, puis on en a vu une assez générique. Et dernièrement, en 4, susciter ces ventes additionnelles. Alors, première technique, c'est-à-dire première règle et premier angle d'attaque, hein. Quand je dis technique, encore une fois, c'est pas une pastille magique, c'est il faut que dans l'esprit, et j'imagine que parmi vous, il y a forcément des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, donc l'idée c'est que je ne vais pas vous apprendre votre métier, je vais en revanche contribuer à essayer de vous faire réfléchir sur un état d'esprit pour promouvoir les ventes. La posture du serveur. La posture du serveur, c'est d'être un vendeur. En quelle mesure cette notion est contre-intuitive? J'ai pris l'exemple avec le magasin de chaussures. Le poids culturel, alors que il faut bien savoir qu'un café-restaurant, et on va le développer, c'est une entreprise, que le serveur, c'est un salarié, et que le but d'une entreprise, comme toute entreprise, c'est de développer son chiffre d'affaires. Mais c'est un vendeur spécial, notre serveur, car un café-restaurant relève du secteur de la prestation, d'une prestation qui est tournée vers le plaisir. Et on n'est pas du tout dans la même posture intellectuelle quand on rentre dans un restaurant ou dans un café que quand on rentre dans un magasin de chaussures, ou mieux, dans une banque. J'irai chercher cet exemple aussi. Tout ça pour dire que l'important va être la compétence de ce serveur et qu'il n'y a pas de serveur, vendeur sans équipe. Et même si vous êtes dans une entreprise seule, il faut pouvoir vous-même switcher d'un état d'esprit à un autre. On va le voir. Deuxième technique, on va travailler sur l'environnement du serveur pour en faire un environnement de vente. Parce que le serveur est un élément de l'ensemble de l'entreprise au service de la vente, d'où des techniques d'incitation. Mais ces techniques d'incitation vont avoir de sens et de portée qu'au regard de l'environnement. Cette vente additionnelle, elle va découler d'une expérience optimale. On n'a pas envie d'acheter plus. Un client qui rentre dans un café, c'est pour boire son café, commander une bière dans un restaurant pour déjeuner. Il va pas commander plus ou aller au-delà de ce qu'il s'était inconsciemment dit en rentrant si son expérience n'est pas optimale. D'où l'importance de l'accueil. Et cet accueil, on va voir qu'il commence avant que le client rentre et pousse la porte. L'importance de l'écoute et de l'empathie du serveur. Et du conseil, qui forcément, un bon conseil, va nécessiter de la connaissance de la part du serveur. Et en dernier lieu, il va falloir faire de ce café-restaurant une expérience et une référence, c'est-à-dire une expérience de plaisir, une expérience client optimale et une référence au sens où on a envie d'en parler, on a envie d'y aller, on a envie de le faire connaître. Voilà pourquoi le vin et l'alcool, on va voir comment ça peut être des ventes additionnelles, parce que ça peut être un piège. Et depuis longtemps, en France notamment, l'approche des vins et des alcools est considérée juste comme un produit de marge et pas forcément comme participant de l'expérience client, d'où les pratiques à éviter. On va voir comment vendre ce vin et ces alcools et les produits à emporter. Quand je dis produits à emporter, vous allez voir, c'est assez large. Quels sont ces produits propices à développer les ventes additionnelles? Donc, il y a la nourriture, les produits alimentaires. Encore une fois, vous allez voir que c'est large. Les vins et les alcools. Un restaurant peut vendre du vin à emporter. Il ne faut pas s'en priver.
et les produits dérivés et annexes, qui sont des sources de revenus très importantes. Voilà. Voilà nos trois axes qu'on va développer. Voilà les trois pieds de notre pyramide, qui n'a pas trois pieds, de notre trépied, pardon. Vous voyez, je ne suis pas formateur en géométrie. Est-ce que jusque-là, via les chats Adaya, tout le monde me suit et tout le monde est prêt? A priori, oui, Benoît. Bon, Pas de question, c'est que vous étiez clair. parfait. Alors, cette posture du serveur-vendeur. Alors, on l'a vu. Qu'est-ce réellement qu'une vente additionnelle? La vente en CHR est-elle une vente comme les autres? Quelles sont ses spécificités? Alors maintenant, au regard de ce qu'on a vu, est-ce que rapidement vous risquer à une définition d'une vente additionnelle en CHR? Je vous laisse 12 secondes. Allez-y si vous avez des questions, enfin, si vous souhaitez répondre. Des réponses même, plus que des questions. Alors, on attend encore une petite seconde. Non, ça ne vient pas. Eh bien, écoutez. Alors, ce que j'appelle une vente additionnelle, c'est une vente née de l'expérience au sein de l'établissement qui n'était pas envisagée en amont. C'est-à-dire, concrètement, je vais dans mon restaurant de quartier parce que c'est l'heure de déjeuner. Mon attente, c'est de déjeuner. C'est tout. Ça, c'est pas une vente additionnelle. On rentre, le client rentre. La vente additionnelle, ça va être la vente seconde. Elle est seconde par rapport à la volonté d'achat initiale du client. Le client pousse la porte, il veut déjeuner. Il veut déjeuner, mais pour lui, c'est entrée, plat, dessert, le menu du jour. Tout le talent du serveur-vendeur, ça va être justement de développer cette vente seconde. Et cette vente seconde, c'est la plus importante. Pourquoi c'est la plus importante? Parce que c'est la preuve que le client apprécie. C'est la preuve que le serveur n'est pas seulement un runner qui pousse les plats. Et c'est la voie empruntée pour fidéliser le client. Parce que la vente additionnelle, elle va être au-delà du simple satisfaction d'avoir acheté, de la simple satisfaction d'avoir acheté alors qu'on voulait y aller pour acheter. En somme, si c'est la preuve que le client apprécie, si c'est la preuve que le serveur n'est pas seulement un runner, si c'est la voie empruntée pour fidéliser le client, c'est que la posture du vendeur est fondamentale. Alors, par posture, on entend façon de se positionner, mais aussi façon de pouvoir se positionner. La posture du serveur, pardon, c'est d'être un vendeur. Et déjà intellectuellement, quelle différence entre un vendeur et une vendeuse dans une boutique d'habits de mode, dans une concession automobile, dans un magasin de téléphonie et dans un restaurant? Projetez-vous, vous rentrez pour acheter un téléphone. Qu'est-ce que vous attendez? Du conseil, le prix, mais vous attendez, vous êtes conscient d'avoir affaire à un vendeur. Ah, euh, un participant dit la connaissance du produit. C'est ce qu'il attend. Absolument, tout à fait. La connaissance du produit, donc l'expertise. Et quand on rentre dans un restaurant, est-ce qu'on a exactement la même posture? Est-ce qu'on se dit que le serveur est un vendeur? D'ailleurs, dans les mots.
C'est pas un hasard si en français et dans beaucoup de langues, on utilise deux termes. On veut être servi, mais on attend sans le savoir, et c'est très important, du conseil, de l'empathie, du plaisir, de l'humour, bref, quelque chose qui va constituer l'information. Quand on va acheter un téléphone, des chaussures ou une voiture, bon, bien évidemment, si le mec est sympa, ça fait partie de la vente et l'empathie est très importante. Mais est-ce qu'on en attend autant? Donc déjà, on voit qu'il y a une ambiguïté entre le serveur et le vendeur. C'est-à-dire que dans une entreprise classique, le vendeur est clairement identifié, alors que dans une entreprise comme dans un restaurant, le côté vendeur est masqué sous l'étiquette du serveur. Et c'est cette étiquette justement qu'on va aller chercher, nous. On a du mal à considérer qu'un restaurant, c'est d'abord et avant tout une entreprise. Ça, c'est très européen du Sud. Les anglo-saxons sont beaucoup plus efficaces. Et d'ailleurs, très souvent, bah, enfin, si vous comparez on n'a pas le temps, mais les modèles de gastronomie et de développement en termes de business des commerces, c'est pour ça que se développent beaucoup plus des chaînes, beaucoup plus des entreprises qui sont tournées vers un produit restauration, alors que nous, c'est l'expérience, c'est la personnalité du chef, c'est l'ambiance, c'est les bons petits plats, ce qui est très bien. Mais il faut pas oublier que c'est une entreprise. Et très souvent, c'est pour ça que je force le trait en disant que c'est malheureux. C'est souvent vrai du côté du restaurateur, qui est trop centré sur la qualité et le renom des produits servis. Bien sûr que c'est important, mais c'est pas suffisant. Combien de super chefs ferment la porte au bout de 2 ans? Bien sûr que dans l'assiette, c'était délicieux, c'était magique, une expérience. Ok, mais le ratio coût-marge n'était pas le bon. Et c'est souvent vrai aussi, malheureusement, du côté du client, parce que quand on rentre, encore une fois, dans notre magasin de téléphone, on a clairement défini ce à quoi on s'attend, alors que quand on rentre dans un restaurant, on veut beaucoup plus et on attend beaucoup plus. On attend une expérience humaine, globale, beaucoup plus riche. Oui, d'ailleurs, Bref, moi, quelqu'un dit on prend plus son temps dans un restaurant. absolument. On prend son temps dans un restaurant parce qu'on repart avec une sensation, avec une expérience. Voilà pourquoi, en bilan, un client de CHR vit une expérience large, alors qu'un client de magasin repart avec un produit ou une solution. Alors, je ne veux pas du tout décrier les ventes de magasins ou d'autres types, hein, qui sont des ventes très importantes, avec des techniques, avec de l'humanité, avec de l'intelligence, avec du conseil aussi, hein. C'est pas du tout mon propos. D'ailleurs, j'aurais pu le dire dès le début, moi je suis un spécialiste un expert en vente, et j'ai moi-même créé, monté un restaurant qui faisait également caviste et un restaurant spécialisé à vin, et je conçois la- le service au restaurant et l'expérience au restaurant comme une expérience de vente. Et chez moi, c'est tout à fait positif et tout à fait laudatif. Voilà pourquoi le serveur, c'est un vendeur, mais un vendeur spécial. C'est sa posture qui va le faire passer de serveur à vendeur, c'est-à-dire de sa fonction technique, poser les plats, les assiettes, dresser, desservir, à sa fonction de vente. Sa fonction technique, vous la connaissez. Quand vous l'embauchez, bah, c'est sa fiche de poste. Dressage, nettoyage, service, rangement, horaire, tenue, etc., etc. Ce qui est déjà très important. Les écoles et les diplômes garantissent cet apport disciplinaire. On est juste dans la discipline. Donc, servir en CHR est un métier. Et ça, beaucoup de gens l'oublient et pensent qu'il faut juste avoir des bras et des jambes pour pouvoir travailler en restauration. Non. Si vous avez des jambes et des bras, vous pouvez être un runner. Et encore, c'est pas sûr, mais c'est tout. Or, ce savoir-faire, il est nécessaire, cette fonction de service,
mais elle n'est pas suffisante. C'est la fonction de vente. Alors, comment mettre ce serveur dans une posture de vente? Eh bien, en le considérant comme un vendeur. Déjà, la première réponse, elle est dans l'esprit. Et en le faisant se considérer lui aussi comme un vendeur. Et alors, en ce sens, quel est l'élément le plus important d'un vendeur? À vos claviers, s'il vous plaît. 5 secondes et demie. Alors, c'est important de former ses serveurs, autrement on se retrouve avec des bras et des jambes, mais pas de tête. Deux D'autres têtes, ça questions? me plaît. Dans une vente, chez un vendeur, qu'est-ce qui est le plus important? Vous allez acheter une voiture, entrer dans une concession automobile. Qu'est-ce qui va être le plus important chez ce Le vendeur? sourire répond un autre participant. Ouais. Mais si votre vendeur de voiture, il fait que sourire, vous allez vite vous lasser. Son empathie ou la connaissance du produit, enfin pas ou et Yes. du, Empathie, connaissance du produit. Bravo. Tu le conseil. le conseil. Et donc tout ça, sourire, connaissance du produit, conseil avec empathie, ça va se matérialiser comment? Dans le discours. Dans le discours de vente. Et dans le discours de vente, je prends des termes de vente exprès, qui ne sont pas des termes de restauration, mais c'est le pitch. Le pitch du vendeur, je force le trait exprès. Votre serveur, c'est un vendeur. Il doit avoir un pitch. Un pitch qui lui correspond, et un pitch qui correspond au produit de l'entreprise, et un pitch qui va s'adapter au client avec empathie. La colonne vertébrale, c'est son discours. Et un discours de vente, j'entends. Ça se construit. C'est pas creux, c'est pas improvisé, ça doit être vrai, ça doit être naturel, mais c'est travaillé. Et c'est un discours qui demande de connaître parfaitement ses produits. Et le problème, c'est que bien souvent, le serveur, et je ne jette la pierre à personne, je sais combien c'est difficile de recruter des serveurs, il n'est recruté que sur ses qualités premières de serveur, ce qui est déjà pas mal, et ce qui est déjà assez rare. Ça, je suis d'accord. Mais ça, c'est un autre problème. On ne fait pas un webinaire sur la difficulté euh, à recruter des serveurs vendeurs. On fait un webinaire sur comment placer le serveur en position de vendeur. Parce que servir n'est pas vendre. Servir n'est pas vendre, ça c'est fondamental. Sinon, on prendrait des robots hein, avec l'IA, là, ils seraient à l'heure, les heures sup on s'arrangerait, ils seraient jamais malades, ça serait génial. Sauf que, bon, l'expérience client, pour le coup, serait pas très fun, pas très humain. Alors, comment construire son pitch, ce pauvre serveur? On va pas le laisser tout seul. Il faut qu'il connaisse parfaitement ses produits. Donc, que ce soit, mais même un serveur au café du coin. S'il connaît la différence entre un Robusta, un Arabica, s'il sait que le taux de caféine, c'est la durée d'infusion, bref, s'il sait parler un peu de son produit, le jour où il va avoir quelqu'un qui s'y intéresse un petit peu, bah, il va créer du lien, il va apporter quelque chose de plus. Et ça, c'est fondamental. Il va falloir justement qu'il ait envie de se mettre en avant. Voilà pourquoi il faut l'aider à construire son pitch et lui donner des objectifs. Parce que le vendeur, il fait partie d'une équipe. Et même si vous êtes deux, il fait partie d'une équipe. Il ne faut pas le laisser tout seul. Bien souvent, le serveur arrive une demi-heure avant le service. Chef, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? OK, mais il y a un moment où il y a de la formation. D'où le rôle de l'équipe. Pardon, j'ai la question d'une participante. Comment faire son speech pendant le rush? Avant,
Justement. Justement avant. C'est-à-dire que dans une semaine, type, alors là, moi, c'est ce que je pouvais faire et c'est ce que je conseille. Après, vous organisez comme vous voulez. Il y a toujours un moment où il faut préparer. Donc, il y a une demi-heure à 1 heure avant, bah, qui se finance, forcément, mais c'est de l'investissement et ça va rapporter. Il faut le sortir de sa vision technique pour prendre 7 heures pour lui dire, bah voilà, cette semaine, on va voir, voilà ce qu'il faut vendre, voilà ce qu'il faut faire, et voilà. Et ça, il faut isoler ce moment de vente, me semble-t-il. Voilà pourquoi il n'y a pas de super vendeur seul. Voilà pourquoi l'esprit commercial, il vient d'en haut. Alors, c'est pas mystique, hein. C'est le manager, c'est le directeur, c'est le chef d'entreprise. Un restaurant est une entreprise. Et ses objectifs doivent être smart. Je fais exprès de vous mettre des termes de technique de vente. Qu'est-ce que veut dire smart? Vous souvenez? Vous savez? Vous l'avez déjà croisé? N'hésitez pas à répondre. Alors, accessible. Ouais. Alors, dans l'ordre, S, spécifique. Alors, ils sont francisés, hein. Spécifique. Mesurable. Il faut qu'il soit acceptable. Réalisable, évidemment. Et le T, dans le temps. Ah Voilà, oui, on cette a un semaine. participant qui a bien répondu. Bravo! Eh bien, écoutez, vous gagnez un café avec sucre. C'est très important parce que déjà, c'est motivant. Je vous ai mis quelques exemples. Faire un point d'équipe, chef de salle, pour définir les plats prioritaires. Parce que les plats prioritaires, bah, il y a l'exigence du chef, évidemment, bah, ce qui va se périmer, ce qu'il faut passer en premier. Mais il y a aussi les plats sur lesquels on fait le plus de marge. Définir un cocktail du jour, un vin du moment. Mais ça doit être établi et validé, ce discours, ce pitch, en amont pour préparer à la vente. Je réponds une deuxième fois à la question de tout à l'heure. Il faut isoler un moment pour le préparer. Et c'est pas du temps perdu, c'est de l'investissement. Et c'est pour cette raison que la deuxième technique pour développer un chiffre d'affaires, ça porte sur l'environnement du serveur-vendeur. Tout le monde y est? Tout le monde est bon? On prendra un petit temps pour les questions à la fin là, mais on peut passer à Oui, l'environnement. allez-y, Benoît. Alors, dans les enquêtes de satisfaction en CHR ou CR, quels sont par ordre d'importance selon vous les 4 premiers critères que les clients retiennent? Je vous écoute. Un petit loto, enfin un loto à 4. Je vous laisse qu'une minute parce que le temps joue contre nous. Daya, tu as quelques... Alors, c'est important de débriefer à la fin d'un service, qualité du service accueil, l'accueil, Ouais, hygiène et propreté, oui, accueil, environnement. oui, Euh, on a réactivité. ouais. Voilà. Ok. Très bien. Eh ben, écoutez, je vous remercie. Alors là, j'ai pris les 4 premiers. Vous savez, dans tous les avis, vous savez qu'on vit soumis aux avis clients. Ça, c'est un autre problème. Ce qui arrive en premier, c'est l'accueil et le service. Accueil et service. Et donc, vous êtes une entreprise et qui est en contact avec vos clients? Vos serveurs, vos vendeurs. Donc, ce sont eux qui sont en charge de la pérennité de votre chiffre d'affaires et de votre entreprise. C'est incroyable la responsabilité qu'on leur donne. Vous pouvez être un chef mondialement reconnu. Si les produits par l'entreprise assurée par cet excellent chef sont mal mis en valeur, eh ben vous perdez, vous perdez, vous perdez, vous perdez. Deuxième point, c'est le prix. Juste en deuxième. Ex aequo quasiment avec la qualité, puis la Oui, rapidité. un commentaire, la qualité des plats et du service, et un autre, l'ambiance. Pardon, Benoît. Oui, exactement. Ambiance, accueil, service, je mets ça dans le même. Donc, vous voyez que le prix, ce qu'il faut retenir, c'est que le prix n'est pas le premier, que c'est l'accueil et ce que va faire votre serveur.
Parce que l'entreprise dans son ensemble doit être tournée vers la vente. D'où l'importance, vous le savez tout ça, mais d'où l'importance du décor comme support de vente. Pour vendre des bouteilles de vin, il faut les montrer. La carte seule ne suffit pas. Le client, mais on est tous clients, hein, on est tous pareils. Le client est sensible au visuel, aux expériences. L'un de mes meilleurs clients, juste une anecdote, moi dans un restaurant qui était spécialisé dans le vin, c'est quelqu'un qui buvait pas de vin. Quelqu'un de très silencieux qui était à table, qui venait avec ses amis, donc lui il buvait autre chose. Et un jour il a vu une bouteille exposée, une bouteille assez rare. Il avait trouvé ça super. Il en a acheté parce qu'il avait des cadeaux à faire pour son entreprise. Et j'ai développé un chiffre tout seul grâce à lui qui buvait pas de vin. Jamais j'aurais fait cette vente si j'avais pas, par chance, mais il faut aller euh, solliciter la chance, il faut la provoquer, si je l'avais pas exposé. L'affichage est primordial et il faut varier les formes. Alors en fonction de la catégorie de votre restaurant, bien évidemment, mais tout doit être pensé. Ardoise, posters, photos, objets, partout, hein, sur les sites, sur vos éléments de communication, comme vous voulez. Mais on doit voir ce qui est à vendre. Les magasins de chaussures ont bien compris ça. Les restaurants, pas assez. Tout ce qui est vu est support de vente pour le serveur. Une salle de restaurant, c'est une vitrine, comme une boutique. Et le client, bah, il déambule, il voit, il a des envies. Et un jour, il achètera un truc qu'il a vu il y a 2 mois, vous ne savez même pas, mais parce qu'il avait noté ça. D'ailleurs, je vois des petits messages Oui. qui s'affichent. Oui, question. Quel type de produits dérivés ou de produits fournisseurs fonctionne le mieux en vente additionnelle pour un resto classique? On va le voir dans la suite. Je note de l'autre côté, on va le voir dans la troisième partie. Le serveur ne peut pas tout dire, ce pauvre serveur. Tout à l'heure, on m'a dit le terme de rush. Bien évidemment, vous savez ce qu'est un service? Le temps du service, c'est dense, hein. C'est même pas dense, c'est on court. Forcément, ce pauvre, il peut pas tout dire. Et il peut pas être dans la tête du client. Voilà pourquoi les maîtres mots pour déclencher une vente, c'est montrer, susciter, pour donner envie. Et toute l'équipe travaille avec le serveur vendeur. Parce que l'acte de vente, il commence avant que le serveur intervienne. L'accueil téléphonique pour la réservation, ou par le mail, ou par la façon dont déjà vous interagissez avec le client, le mail de réservation, les tenues de l'équipe, tous les éléments de communication qui doivent répondre à votre objectif marketing, bien évidemment. Vous n'aurez pas la même tenue si vous avez un 3 étoiles Michelin qu'un restaurant d'entreprise, enfin au pied d'une entreprise à la Défense. Les sourires, du début jusqu'à la fin de l'expérience client. Le sourire comme le pitch, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est très important pour la vente. Et toute interaction entre le client et l'image de votre café ou de votre restaurant. L'image est très importante. N'oubliez pas qu'on vend une relation. J'ai vu une petite question passer d'ailleurs. Oui, alors je vous la lis. À quel moment précis de l'accueil ou du service est-il plus opportun de proposer une vente additionnelle sans paraître trop insistant? Alors, ça va dépendre. On va y revenir à la fin. Ça va dépendre de quel type. Si vous êtes orienté, par exemple, moi j'étais orienté un peu, un peu vin, je commençais par présenter la carte des vins tout de suite. Et des softs, bien évidemment, à côté. Je laissais s'installer et je revenais après avec la carte des plats. Donc ça va dépendre de votre clientèle et de l'esprit de votre lieu. Mais de toute façon, il faut que vous y réfléchissiez. Il y a certaines que vous allez pouvoir mettre au début et d'autres que vous allez mettre de manière un peu plus diffuse. Je répondrai davantage si vous souhaitez prendre un exemple. Bref, c'est l'expérience que vise votre serveur vendeur hein, dans sa totalité. Et c'est pas juste une certaine partie de cette expérience. Parce que si vous vous contentez de la qualité et l'originalité des produits, certes c'est bien, mais c'est pas suffisant. La fourniture du produit demandé, bien évidemment, la rapidité du service, la vue, le confort, tout ça, oui, mais
tous ces éléments, ça conditionne l'expérience globale. Et c'est très important. Je suis pas en train de vous dire que vous pouvez vendre des plats mal fagotés, mais vos très bons plats, ça ne va pas résumer l'expérience du client. Le serveur, il vend une expérience totale. Et si on réfléchit nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi on adore tel ou tel lieu. Parce que bien sûr, ça répond à des choses qu'on apprécie, mais si on devait vraiment les mettre en ordre, bah, il y a une part d'affectif, d'ambiance, de plaisir. Et ben ça, on ne sait pas forcément y mettre des mots dessus. Alors, parlons maintenant des vins et alcools comme vente additionnelle, parce que, bien évidemment, ça fait partie des choses qu'on peut mettre en avant. Alors, pendant longtemps, et je pense que c'est un piège, on a considéré que vin et alcool n'étaient que des démultiplicateurs de marge. Mais une marge, c'est une seule vente. Alors que le serveur, il doit chercher l'addition des ventes. Donc, faites attention quand vous, me semble-t-il, quand vous faites vos prix et quand vous calculez vos marges. Ça dépend de votre positionnement et de l'expérience que vous faites vivre. Comme tout vendeur, le serveur, il doit pratiquer l'écoute. Et une écoute, c'est une écoute active. C'est-à-dire qu'il doit repérer les signes envoyés par le client sur son budget vin. Et il y en a plein. Parce qu'on voit bien qu'en France, on a beau se dire le grand pays du vin, les gens qui connaissent le vin au resto, il y en a quand même très peu. Donc on voit tout de suite. Les gens, on va voir ce qu'ils vont regarder, les questions qu'ils vont poser, ils vont le dire. Et c'est à lui de mettre à l'aise. Il va falloir qu'il écoute ce qu'il aime, qu'il soit à l'écoute de ce que l'autre, le client, recherche comme expérience et le type d'accord qu'il recherche. Bref, il faut qu'il rentre dans son univers à lui. Et c'est ça que le client va apporter. Alors, comme dans la vente, que ce soit un ordinateur ou une voiture, il va falloir reformuler sa demande avec ses mots à lui, au client, en lui demandant de préciser. Quand vous dites un vin fort, ce que disent la plupart des gens, vous parlez, mais ce qui veut rien dire, vous parlez d'un vin fort en chaleur, donc c'est l'alcool, ou d'un vin tannique, c'est-à-dire la présence en bouche, structurée, qui se mâche, qui a du corps. Il faut aller le chercher avec ces mots. Trouver le sens, pardon, il y a une coquille, des mots du client pour coller au mieux à sa demande. On ne cherche pas à éduquer le client, on cherche à ce qu'il se fasse plaisir au maximum, on cherche donc à satisfaire sa demande. Et ça demande un petit peu de temps, parce qu'encore une fois, il y a le rush du service, mais ce temps, il est essentiel, et il faut le prendre, ça peut aller vite. Et le client est très sensible à ça. Et c'est à ce niveau que la vente additionnelle se fait, en créant de l'empathie parce qu'on l'a écouté et qu'on est allé le chercher dans son domaine. Ah, vous aimez les vins souples? J'ai pris cet exemple. Fluide en bouche, rouge clair, aux arômes de fruits, cerises et légèrement épicés, poivre. Moi aussi. Vous créez une interaction avec le client. Alors, je vous propose ce gamète Touraine du domaine X qui ira très bien avec cette terrine forestière. Le voulez-vous frais? On l'implique, on l'engage. Et derrière ça, bah, la terrine forestière, le chef nous a dit qu'il fallait passer les terrines forestières. Et ben ça tombe bien. Et le gamay, eh ben, ça fait partie des devins que le directeur de salle m'a dit de vendre. Double Benoît, bingo et le client est content. Oui, d'ailleurs. pardon de vous couper. J'ai une question d'un participant. Comment un serveur qui ne s'y connaît pas en œnologie et en alcool peut conseiller et vendre? Alors, je vous pose la question. Je vous embauche dans une entreprise informatique pour aller vendre des ordinateurs et vous me dites, mais je connais rien des ordinateurs et je déteste l'informatique. Est-ce que je l'embauche? Il n'y a que dans l'entreprise restaurant où on accepte d'embaucher des gens qui connaissent rien au métier. Moi, ça me semble incompréhensible. Je suis DRH, j'ai besoin d'un adjoint. On m'envoie un CV. Ah non, moi, les RH, mais alors j'y connais, mais absolument rien.
Moi, rien. Moi, je suis ingénieur informatique pour le coup. Est-ce que, il va être embauché? Alors, je vous provoque un peu. Bien évidemment, on a tous eu dans nos équipes des bras cassés. Je n'irai avoir pour... Ah ben non, je suis enregistré. Zut, on a eu dans notre équipe, parce qu'on n'avait pas le choix et qu'il nous fallait des bras. Ok. Mais on sait que c'est pas satisfaisant. Donc, vous pouvez pas espérer vendre des vins si votre serveur n'est pas un vendeur et si il ne connaît pas les vins. C'est aussi simple que ça. Je fais exprès de taper fort. Bien évidemment qu'on est tous coincés avec nos problèmes de personnel. Et ça, je le sais. C'est pour ça que dans votre discours, il va falloir lui faire son pitch. Il va lui falloir, il va vous falloir travailler sur ce qu'il va dire, lui donner des mots, lui apprendre. Et donc, si vous ne trouvez pas un serveur qui est formé en œnologie, eh ben, ça vous coûtera 4 heures en début de semaine, peut-être pendant 6 mois, pour le former. Vous le prenez avec ou un sommelier ou vous lui expliquez, vous faites travailler son discours et vous le faites. Et ça marche, hein. Moi, j'en ai eu. Alors, ça prend du temps, mais c'est de l'investissement. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'il fasse que 3 services parce que vous avez perdu cet investissement. Et là, c'est le risque de nos métiers, je le sais bien. Vous Mais pouvez les former auprès du CNFCE. On propose hein, ces formations. très bien. Ben voilà, déjà un élément de solution. On échangera après si vous voulez pour cette question à nouveau. Alors, analysons ça. Le serveur devient vendeur parce qu'il écoute, parce qu'il interagit avec empathie, parce qu'il conseille avec justesse. Il sait que ce gamet est dans ses objectifs et que ça répond aux besoins du client. J'ai mis le et en majuscule aussi, parce qu'il n'essaye pas de lui passer du gamet, alors qu'il sait que ça va pas lui plaire au client, uniquement parce que c'est dans ses objectifs. Ça, c'est un mauvais vendeur. Parce qu'il crée la confiance et qu'il apporte une solution. Au même titre que vous rentrez pour acheter votre téléphone, le mec a été bon, il vous a écouté, il vous a pas forcément conseillé le plus cher, il répond à vos besoins, il a reformulé avec vos mots, vous êtes content de repartir avec votre téléphone. Et vous allez envoyer des gens. Parce que vous partez tous les deux en vous serrant la main. Lui parce qu'il a fait sa vente et vous parce que vous avez une solution à votre problème. Le client du restaurant, c'est pareil. Et c'est en ça que vous créez une relation. Et vous le savez bien, dans un restaurant, ce qu'on vend, c'est une relation. Et voilà pourquoi ça suppose une technique. Je reviens sur la question qui vient de m'être posée. C'est au manager de former ses équipes. Vous allez me dire, le manager, il a beaucoup de choses à faire. Oui, je suis d'accord. Il en a trop. Oui, je suis d'accord. Il y a l'administratif. Je suis d'accord sur tout. Je vous dis pas que c'est facile. Je vous dis que c'est ce vers quoi il faut tendre. Et je vous dis que c'est ce qu'il faut viser. Parce que finalement, ça va rapporter. Et c'est un investissement temps-résultat qui est très précieux. Voilà, il faut les former par spécialité. Donc, vous m'avez posé la question sur les vins, mais tel serveur, vous allez l'affecter au vin parce que vous voyez qu'il a un petit goût et puis vous allez pouvoir le former. Tel autre au dessert, au fromage, aux alcools, aux cocktails. Alors, en fonction de la catégorie de votre événement, de votre établissement, bien évidemment. Mais c'est toujours bien d'apporter une petite touche précise. Et quelle que soit la taille de l'équipe, la vente, elle passe forcément par une formation sur le produit. Dans toute entreprise de vente, on forme ses vendeurs. Il n'y a que dans l'entreprise restaurant où on forme assez mal les vendeurs parce qu'on reste coincé au mot serveur. Et cette formation, c'est un investissement. Un investissement qui coûte, mais qui rapporte. Par exemple, mon client satisfait de son gamay, le mois d'après, eh ben, il se laissera peut-être plus volontiers guider vers un vin plus haut de gamme. Il sera peut-être même content de se laisser guider, parce qu'il aura anticipé ce plaisir avant de venir, en amont de sa visite, d'avoir un échange de qualité avec le serveur qu'il a trouvé sympa, parce qu'il apprécie la relation. Et je vous mets un petit tips, faire des cartes de vin et alcool courtes, parce que vos serveurs, bah, il faut faire avec ce qu'on a. Donc faites des choses plutôt courtes. Courtes, bien maîtrisées,
bien faites, qui peuvent taper large. C'est très efficace. Et ces produits à emporter, ces fameux produits à emporter, c'est ce que nous a apporté le Covid. Vous allez voir que j'arrose assez large. Par produit emporté, j'entends nourriture et vin, mais pas forcément la nourriture du restaurant. Je vais m'expliquer. Benoît, pardon, petit son en arrière sur les vins avant les produits à emporter. Une question vient de tomber. Est-ce que Oui. vous recommandez de donner une description du type de vin sur la carte? Oui, courte, avec des mots simples, oui. C'est une aide pour le vendeur, bien sûr. Chaque vin, vous mettez, si vous pouvez, une petite phrase courte. Je recommande si vous pouvez le faire. Après, si vous avez 3000 références dans votre carte de vin, mais c'est déjà que vous êtes positionné, et là, vous avez un professionnel du vin. Mais 3 fois oui à la question. Je vois une autre question. Je continue ou je la prends d'ailleurs? Non, c'était la personne remerciée. Écoutez, je Voilà. vous en prie. Alors, le serveur, me semble-t-il, doit être à présent un vecteur de la vente à emporter. Parce que cette vente à emporter, c'est du chiffre plus facile pour vous. Donc, il doit proposer ce type de vente. Acheter ou emporter dans un restaurant où on a ses habitudes, c'est un peu emporter l'esprit de ce restaurant et de son ambiance. Donc, vous continuez à perpétrer la relation, créer de la relation. Et ce type de vente doit être inscrit dans ses objectifs, les fameux objectifs SMART. C'est facile et c'est bien. Donc, en plus d'être affiché ardoise, site, flyer, parce que lui, il lui faut des supports et il faut créer la possibilité de vente, mais c'est très important. Et le vin, plus précisément, dans cette activité de caviste, c'est-à-dire parce que vous allez vendre du vin que vous n'avez pas ouvert, qui en plus qui est intéressant, parce que si vous n'avez pas de licence 4, que vous avez qu'une licence 3, vous avez le droit. Alors après, ça, faut voir avec vos horaires d'ouverture, mais c'est très important, parce que cette activité, elle crée de l'activité du passage, elle fait tourner les stocks et accroît votre chiffre d'affaires, et elle pérennise et exporte l'image du restaurant. Et surtout, elle ne vous demande pas beaucoup de travail. Alors, des petits tips. Proposez une sélection courte de vins à emporter autour d'une thématique. Ça fait tourner vos stocks. Évidemment, vous prévoyez l'abattement tarifaire par rapport au prix de la carte, en toute transparence. Et là, si vous êtes réglo, on n'a jamais honte d'afficher ses prix. Et vous allez faire la même chose avec les plats à emporter. Donc, avec des conditionnements, si vous souhaitez le faire ou pas, autour d'une thématique. Mais par exemple, vous avez à une table quelqu'un qui va prendre, je ne sais pas, un plat du jour, qui dit, ah, mais la semaine prochaine, moi, j'ai un anniversaire chez moi, mais moi, je ne sais pas cuisiner. Est-ce que vous feriez? Voyez alors dans votre process avec votre chef en amont si ça peut se faire, mais pensez-y quand même. Faites-le parce que pour lui, c'est plus rapide. Si c'est anticipé, si c'est réservé, si c'est payé d'avance, et vous le faites. Et là, vous exportez votre restaurant. Donc, on se dit toujours, oh là là, ça va être compliqué parce que j'ai pas le temps dans le process, le chef, la commande, comment je vais le traiter. Essayez avec un ou deux. Je vous assure, avec le Covid, on s'est mis tous à essayer ça et finalement, ça passe. Et cette activité, vous avez intérêt, je pense, à la développer parce qu'elle fait partie à part entière du service. Voilà pourquoi il faut vraiment pousser ces produits dérivés. Quand je parle des produits dérivés, c'est-à-dire les produits que grâce à votre restaurant, le client va connaître. Je parle par exemple du fournisseur de café, mais aussi olives, terrines, épices, miel, café, chocolat. Moi, j'avais des choses posées sur le bar au moment de payer. Ah bah oui, tiens, ça c'est ah c'était très bon ça. Ah bah ça c'est le même producteur que celui que je vous ai proposé dans l'huile d'olive qui était sur la sole. Bref, vous a raconté votre discours et ce que vous avez et ça vous fait des choses en plus et ça fait tourner votre stock. Et c'est facile. Et en plus, ça témoigne du sourcing du restaurant et ça emmène l'expérience restaurant chez le client. Tous ces produits qui sont recommandés par l'établissement
relèvent d'un même esprit. Vous pouvez, par exemple, un livre de recettes, de cuisine, géographique ou autre, enfin, ça, faut que ça corresponde à votre image. Ça, c'est vous qui pouvez le faire. Moi, je vous donne des exemples. Des pratiques de conservation, des livres. Le nombre de livres sur le vin que j'ai vendu, moi, dans un restaurant, c'est assez incroyable. Je me demandais bien pourquoi, mais en tout cas, les gens le font et il faut les montrer, il faut les poser. Alors oui, ça prend de la place. Ben, ça prend de la place, mais ça rapporte de l'argent. Ce sont des éléments qui vont exporter, qui vont prolonger l'expérience du café-restaurant. Qui demande un peu de main-d'œuvre en amont de la vente, je suis d'accord. Mais il est très important de les exposer et de les mettre en scène. Le miel, je ne sais pas pourquoi en France, les gens adorent le miel. Donc, si vous racontez une histoire autour de votre miel, que vous avez fait un plat avec le miel ou que vous racontez, vous allez voir que ça fait de la vente additionnelle et que c'est très rémunérateur. Parce que la première des ventes additionnelles visée par votre serveur, il ne faut pas oublier que c'est faire revenir le client. Le client, il vient juste comme ça pour satisfaire son besoin, se faire plaisir. Son but, à lui, c'est de le faire revenir. Et c'est pourquoi il est primordial de créer une communauté dont le serveur est un élément essentiel. Par exemple, inscription libre à une newsletter. Les gens adorent. Il ne faut pas les obliger, mais vous leur mettez un papier. Vous leur dites rien. Vous mettez un papier avec inscription à une newsletter. Sans même leur en parler, ils vont regarder et ils vont mettre leur nom. Si vous leur demandez, ils ne le mettront pas. Mais posez-le près de la caisse, vous verrez, au moment, il y en a forcément, il y a au moins 2 personnes sur 10 qui vont s'inscrire. Et ça fait des petits ruisseaux. Vous allez me dire, bah, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Mais ça rapporte de l'argent. Bien évidemment que ça prend du temps. Je sais que vous n'en avez pas et je sais que c'est difficile, mais c'est du temps qui est rentable. Voilà, en synthèse, un restaurant, c'est une entreprise. Avant tout. Les serveurs sont des vendeurs parce que ce sont les commerciaux de cette entreprise. Ce ne sont pas juste des serveurs. Un bon produit ne se vend pas seul et n'assure pas seul le succès d'une entreprise. Un super chef est nécessaire, mais pas suffisant. Un bon vendeur, il a besoin d'un produit en lequel il croit, et pour qu'il y croit, il faut qu'il le connaisse. Et il vend une relation et vise l'avenir. C'est ça qu'il doit viser. Et c'est ça que vous devez leur faire viser. Voilà, je vous remercie parce que je cours après le temps de votre attention. Et à présent, je rends la parole à Daya. Merci beaucoup Benoît pour ce webinaire, cette présentation. Merci d'avoir suivi le webinaire.